Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du samedi 2 octobre 2021. Voici le programme ce soir. La nuit du 2 au 3 octobre 2020, la tempête Alex frappait les vallées des arrière-pays de Nice et de Menton. Un an après les travaux de reconstruction titanesques et pas assez vite cependant aux yeux des habitants de la vallée de la Vésubie et de la Roya. Reportage dans quelques instants. La présidentielle est désormais dans toutes les bouches des politiques entre meetings de rentrée pour La République En Marche. Quant à Yannick Jadot, il représentera Europe Écologie Les Verts à la présidentielle et Éric Zemmour qui n'est toujours pas candidat mais qui grimpe dans les sondages. Reportage complet dans un instant. Devant une soixantaine d'élèves de 3e du collège Saint-Jean-Baptiste de Guérande, Sarah El Haïry, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, est venue rendre visite pour discuter de l'engagement et de l'esprit d'entreprise chez les jeunes. Notre équipe s'est rendue, elles aussi sur place. Il y a un an, le 2 octobre 2020, un déluge s'abattait sur les vallées de la Vésubie, de la Roya également, jusqu'à 500,2 mm d'eau cumulée par mètre carré, du magnifique vallon de Boréon au col de Tende. Les sentiers des montagnes s'effondraient, prise de furie, la Vésubie et la Roya gonflées comme jamais balayaient tout sur leur passage jusqu'aux côtes. Voici ce reportage signé Mikey Suplon. Il y a un an, jour pour jour, la tempête Alex qui avait frappé les 3 grandes vallées de l'arrière-pays niçois avec des crues mortelles qui avaient fait 10 morts, 8 disparus. Les 8 disparus qui devraient être déclarés décédés à l'issue d'une audience civile le 20 octobre prochain et plus de 13 000 habitants avaient été coupés du monde. Les dégâts de la tempête sont estimés à plus d'1 milliard d'euros. Selon les experts, cette catastrophe naturelle avait provoqué le plus de dégâts en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 85 km de routes emportées, une vingtaine de ponts détruits et plus de 400 maisons condamnées. Le traumatisme est d'ailleurs toujours présent. En ce samedi 2 octobre, 300 personnes se sont réunies pour une messe pour fêter les 1 an de ce triste anniversaire. Une statue avait d'ailleurs été inaugurée aujourd'hui dans la vallée de la Roya. Plus que 20 candidatures ont d'ores et déjà été rendues publiques à l'élection présidentielle. Xavier Bertrand et Éric Zemmour se devancent plus qu'à un seul point, selon le sondage Ipsos pour Le Parisien. Yannick Jadot, qui a été élu à l'issue de la primaire écologiste, face à Sandrine Rousseau, qui n'a pas tellement digéré sa défaite. C'est ce que nous dévoile ce reportage complet sur l'élection présidentielle avec Rodrigue Bedin et Émilie Dubac. Depuis quelque temps, les sondages pour l'élection présidentielle de 2022 ne cessent d'être évoqués. Beaucoup étaient certains de voir se reproduire le même face-à-face que le deuxième tour des élections de 2017, mais les chiffres sèment le doute. En effet, même si Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont toujours en tête, avec respectivement 24% et 16% d'intention de vote, les sondages relèvent des chiffres parfois étonnants. La campagne présidentielle semble bel et bien lancée à 7 mois des élections. À droite, les Républicains ont prévu un congrès le 4 décembre prochain, afin de désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle. Si cette option a été choisie par la majorité, un potentiel candidat n'est pas tout à fait d'accord. En effet, Xavier Bertrand, à 14% d'après les sondages, refuse de créer une compétition et semble espérer devenir candidat avec le soutien du parti, seulement grâce à ce chiffre. Dans tous les cas, il ne veut pas participer à cette primaire. Cependant, il va devoir discuter avec Valérie Pécresse ou encore Michel Barnier, qui se sont tous les deux exprimés favorablement au vote d'un représentant du parti, car c'est un processus d'unité, selon Valérie Pécresse, et qu'il faut respecter cette règle du jeu. C'est une question de loyauté et de confiance mutuelle, d'après Michel Barnier. Éric Ciotti, mais aussi Philippe Juvin, ne s'opposent pas non plus à cette primaire. Sans primaire, puisque sans parti et même sans déclaration officielle, Éric Zemmour se retrouve tout de même en plein milieu des sondages et il ne passe pas inaperçu. Premièrement parce qu'en 15 jours, il est passé de 8% à 15%, se plaçant ainsi juste derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais aussi parce qu'à chaque interview, débat et rencontre lors de la tournée de son livre « La France n'a pas dit son dernier mot », il refuse de dire s'il se présente à l'élection présidentielle de 2022, il dit attendre le bon moment, réfléchir et observer la situation politique de la France. Cependant, nombreux sont ceux qui le soutiennent et l'encouragent. Éric Zemmour constate bien que son refus de se présenter serait une déception pour certains,
Ces discours pleins d'ambiguïté n'empêchent pas que certains anticipent sa campagne. D'après le journal Le Monde, Jean-Marie Le Pen serait même prêt à donner son soutien aux journalistes et polémistes, alors que sa fille Marine Le Pen est en plein déclin d'après les sondages, qui la placent tout de même en deuxième position avec 16%. Candidate du Rassemblement national, elle a entamé officiellement sa campagne à Fréjus. Ce week-end à Avignon, le parti politique La République En Marche s'est rassemblé, sans Emmanuel Macron, qui n'a pas encore annoncé sa candidature pour 2022. L'objectif étant d'échanger sur les idées de chacun et d'anticiper la campagne présidentielle. D'après ses discours, des accusations d'aventuriers et de personnes en délire permanent à l'égard d'Éric Zemmour. L'inquiétude d'un taux d'abstention important à l'élection a également été évoquée, comme au sein de beaucoup d'autres partis politiques. Du côté des écologistes qui ont pris beaucoup de place médiatique avec leurs primaires, les résultats ont désigné Yannick Jadot. Sandrine Rousseau, elle a obtenu 48,90% des votes. L'élection était donc serrée. Le candidat du parti est actuellement à 9% dans les sondages pour l'élection présidentielle de 2022. Dans les sondages toujours, à droite, on retrouve Nicolas Dupont-Aignan à 1,5%. Bien sûr, il y a aussi des candidats de gauche, comme Anne Hidalgo, qui est passé de 9% à 5,5% d'attention de vote en 15 jours. La maire de Paris a annoncé sa candidature lors d'une déclaration à Rouen. Dans les sondages, on retrouve également Jean-Luc Mélenchon à 9%, puis Nathalie Arthaud à 1%, ou encore Philippe Pourtout à 1% également, mais aussi Arnaud Montebourg ou encore Fabien Roussel, tous les deux à 1,5%. Parlons à présent de la situation sanitaire dans notre pays, comme les personnes majeures, les 12-17 ans, qui sont éligibles à la vaccination contre le Covid-19 depuis juin dernier, devront être munis du sésame du pass sanitaire pour accéder à certains lieux et événements. L'accès des établissements scolaires n'est lui pas conditionné à la présentation du pass sanitaire. En revanche, il sera obligatoire lors de toute sortie organisée dans un lieu susceptible d'accueillir du public au même moment. Si un créneau est spécialement réservé aux élèves, alors il ne sera pas exigé. Le pass sanitaire est en vigueur jusqu'au 15 novembre 2021 et il pourrait bien durer au-delà. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Il souhaite maintenir la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'à l'été 2022, soit après l'élection présidentielle. Cela ne signifie pas qu'il restera en vigueur jusqu'à l'été, mais le gouvernement veut se garder la possibilité de l'imposer. Un avant-projet de loi a été transmis au Conseil d'État et le texte sera présenté le 13 octobre prochain au Conseil des ministres. À ce jour, en France, le cancer du sein reste la première cause de décès par cancer chez les femmes. Dans 9 cas sur 10, il peut être guéri s'il est pris à temps. Cette année marque la 28e édition d'Octobre Rose, la campagne qui lutte contre le cancer du sein et qui vise à inciter au dépistage et à informer les femmes. Il est maintenant l'heure de retrouver Théo Torné pour notre rubrique Fact Check. Bonjour à vous Théo. Alors c'est l'heure de la rubrique Fact Check. Ma première question. L'automne marque le début de la saison de la chasse, un loisir que le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts a qualifié de hobby de citadin cadre, estimant que l'idée de la chasse en tant qu'activité rurale, la chasse est-elle réellement un hobby citadin? Théo, c'est ce que vous répondez. Bonjour Davian, en effet c'est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, qui avait qualifié de hobby de citadin, mais le président de la Fédération des chasseurs de Seine-et-Marne et conseiller régional d'Île-de-France, Benoît Chevron, refute la vision annoncée par le secrétaire, en citant qu'on a 11 000 chasseurs dans le département qui viennent de tous les milieux sociaux et c'est certainement la seule activité qui peut mettre autour d'un loisir tous ces milieux. Mais du coup, Julien Bayou pense qu'il s'agit d'une fake news complète sur le fait que la chasse est une activité rurale et accessible à tous. Si on regarde du côté de Baby en Seine-et-Marne, on constate que les chasseurs viennent de différents horizons. Par exemple, agriculteurs, autorité de l'éducation nationale, salariés du bâtiment, agent d'entretien des espaces verts, directeur d'une société commerciale ou apprenti en bûcherie, même si dans les faits, 9 chasseurs sur 10 habitent en campagne. De plus, parmi les pratiquants, ce sont les employés qui sont nombreux. Il faut tout de même préciser que la chasse est un hobby coûteux allant à plus de 2000 € dépensés en moyenne par saison et par chasseur, mais les habitants de Seine-et-Marne assurent que la pratique coûte beaucoup moins cher, soit 250 € en moyenne à l'année. Deuxième fake news, Théo.
Le polémiste Éric Zemmour a affirmé à plusieurs reprises que le régime de Vichy avait protégé les Français de confession juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Le régime de Vichy a-t-il vraiment protégé les Juifs? Théo, c'est ce que vous nous répondiez dans votre cellule de fact-checking. Alors, il avait déclaré sur Europe 1 et CNews qu'entre 1940 et 1944, le régime de Vichy a protégé les juifs français et a donné les juifs étrangers. Pourtant, en 1940, en Allemagne, le régime ciblait principalement les juifs étrangers, même si des juifs français ont aussi été arrêtés. C'est tout le contraire en 1942 où l'Allemagne élabore la solution finale, l'extermination des juifs. Du coup, le régime de Vichy n'est plus simplement soumis aux ordres nazis, et va collaborer pleinement pour livrer des juifs étrangers et français. Laurent Joly rappelle que 3000 enfants français ont été arrêtés, sauf que dans ces enfants arrêtés lors de cette rafle en juillet 1942, avec des codes couleurs, orange pour les enfants juifs étrangers et bleu pour les enfants juifs français, on constate que 80% des enfants juifs arrêtés au Veldiv étaient français. Au total, pendant la guerre, 50 000 juifs étrangers ont été déportés hors de France pour 24 000 juifs français, une différence par une meilleure intégration de ces dernières dans la société. Merci beaucoup Théo, et je vous dis au mois prochain pour votre rubrique Fact Check. À présent, diffuser l'esprit d'entreprendre dès les premiers âges, c'est le mot d'ordre porté par la secrétaire d'État à l'engagement et à la jeunesse, Sarah El Haïry, que nous avons reçue il y a 15 jours dans ce journal. Cette fois-ci, en déplacement sur l'entrepreneuriat des jeunes à Guérande, où nous nous sommes rendus. Reportage signé Mathis Armand et la rédaction. Devant une soixantaine d'élèves de 3e du collège Saint-Jean-Baptiste de Guérande, Sarah El Haïry, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, accompagnée entre autres du maire de Guérande, Nicolas Criot, est venue discuter de l'esprit d'entreprise et d'initiative chez les jeunes. Les collégiens de 3e étaient assez impressionnés. Une trentaine d'entre eux participent au projet de l'association 100 000 entrepreneurs, ainsi que des professeurs du collège. Ils ont su rapidement participer à une séance de questions. Les collégiens avaient préparé leurs questions qu'ils souhaitaient aborder avec la ministre, comme les diplômes pour être entrepreneur ou les objectifs d'une entreprise. Dans une atmosphère d'écoute, chacun des intervenants y est allé de sa petite anecdote, qu'elle soit scolaire ou personnelle, autour d'une seule et même thématique, celle de créer et d'entreprendre. Selon Sarah El Haïry, diffuser l'esprit d'entreprendre dès les premiers âges permet à chacun de trouver sa place. Elle était trop belle pour les élèves du collège Saint-Jean-Baptiste pour ne pas poser de questions sur la vie d'un membre du gouvernement. Quels sont les diplômes pour être ministre ? Demande Maxime. Elle en a profité pour rappeler à notre micro que la vie était faite avant tout de rencontres et de prises de risques. Mais comment développer les mini-entreprises dans les établissements scolaires ? Une question auquel Sarah El Haïry a répondu à notre micro. On souhaite développer les mini-entreprises et les juniorations, qui est le pendant de la mini-entreprise, en intégrant en fait des temps et en reconnaissant ça dans les programmes pédagogiques. Et du coup, faciliter encore plus fortement la mise en place de mini-entreprises dans les écoles en mettant des kits prêts à être utilisés pour les enseignants, des kits pédagogiques, en fait des mallettes prêtes à l'emploi. Et plus on accompagnera les mini-entreprises grâce au fait de pré-mâcher le travail, plus on en aura partout. Et valoriser également les enseignants qui s'engagent sur ce chemin, parce que ça fait partie de l'aventure bien sûr. D'abord et avant tout par le soutien à l'apprentissage. Cette année, c'est plus de 530 000 contrats qui ont été signés en apprentissage, parce qu'il y a un accompagnement financier du gouvernement, c'est un choix, de soutenir cette voie d'excellence, parce que ça permet de casser des stéréotypes et surtout de créer des vocations. Ça permet aussi, avec le plan indépendant qui a été présenté par le président de la République il y a à peu près une semaine avec Alain Griset, mon collègue, en charge évidemment des petites et des moyennes entreprises, mais de l'artisanat, c'est aussi de sécuriser les parcours et donc de protéger les indépendants, de protéger les artisans. C'est la question d'un revenu minimum si le chiffre d'affaires n'est pas là. C'est la question de la suppression du RSI qui a été faite, l'accompagnement vers la protection et la sécurité sociale générale. Mais d'abord et avant tout, ce qui permet de créer des vocations, c'est de découvrir les entreprises et que les artisans rentrent dans nos écoles, qu'on découvre l'artisanat, qu'on découvre les parcours de l'artisanat, avec des rencontres, des témoignages
Et c'est pour ça que ce rapport intègre par exemple le fait de sortir des écoles et découvrir les entreprises au-delà même du stage de troisième. Dans quelques instants, vos prévisions météo avec Rodrigue Bedin. Mais avant, nous sommes ici à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique qui a été placé par Météo France en vigilance rouge de 20h ce samedi à 6h demain matin. En raison de pluie et d'inondations, des vents violents pourront atteindre jusqu'à 110 km/h localement. Rodrigue, vous êtes avec nous pour faire un point complet sur cette situation et le reste de la météo. Vous le voyez derrière moi justement que les vents commencent à souffler fort. Et oui, c'est plus sec en studio. Bonjour d'avion, bonjour à tous. Météo France a donc placé le département de la Loire-Atlantique en vigilance rouge, avec localement des vents jusqu'à 110 km/h et de fortes précipitations qui sont attendues. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui s'est exprimé ce samedi soir, a recommandé de rester chez soi et de s'éloigner des cours d'eau le plus possible. Vigilance enclenchée jusqu'à ce dimanche, 6h du matin, mais également 21 autres départements qui sont placés, eux, en vigilance orange, de l'ouest à l'Île-de-France et sur la vallée du Rhône, de fortes pluies sur le nord-ouest, épisode cévénol et pluies très fortes, parfois stationnaires sous un vent de sud puissant, empêchant l'évacuation de la dégradation, parfois localement jusqu'à 300 mm de pluie sur les Cévennes gardoises, lozéroises et ardéchoises. Demain matin, le temps sera toujours très agité avec un axe pluvieux de l'Aquitaine à la mer du Nord. Sur les Cévennes, les pluies resteront quant à elles soutenues et orageuses, tandis que le temps sera sec à l'est et voilé en Bretagne. Durant l'après-midi, attention, l'épisode cévénol s'accentue avec une tournure orageuse et des averses qui sont prévues, passage entre nuages et soleil en Manche. Du côté des températures, elles restent assez fraîches en ce début du mois d'octobre et elles s'échelonneront de 10 degrés en Normandie, en Bretagne, et déjà jusqu'à 18 degrés dans l'après-midi, une minimale de 13 degrés à Reims. Il fera également 15 à Lille, Paris, plus chaud sur l'est du pays, 23 degrés à Strasbourg, 25 degrés à Marseille et jusqu'à 28 à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Votre tendance pour les prochains jours est tout d'abord la météo de ce lundi, de risque de forts orages en région PACA, ailleurs accalmie mais toujours quelques éclaircies et des températures fraîches surtout sous l'humidité de l'Est, avant une nouvelle perturbation prévue ce mardi, temps sec en Méditerranée, ailleurs des ondées et toujours des températures très fraîches, et enfin mercredi, des nuages abondants au nord-est avec quelques pluies, éclaircies près de l'océan, soleil vers la Grande Bleue, mais difficile de faire remonter les températures en ce début du mois d'octobre. Voilà d'avion, c'est à vous, sous la pluie, pour la fin de ce journal. Merci beaucoup Rodrigue, fin de ce journal. Ce dimanche à 18h, vous retrouverez sur un podcast hippique avec Romain, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Sur AR1, restez avec nous. Mercredi, c'est la campagne présidentielle qui se jouera, avec l'entretien présidentiel où je recevrai Mariko. Mathis vous donnera lui, quant à lui, rendez-vous samedi pour la COP26 à Glasgow. L'actualité, c'est 24h/24 sur notre compte Twitter AR1 Info. Merci de votre attention. Merci, bonsoir. Et je me rendrai en effet à Paris pour un entretien exclusif avec Mariko, candidate à l'élection présidentielle. Nous nous pencherons ensemble sur son programme, sur ses projets pour notre pays dans l'entretien présidentiel.